Alors, Delphine, bonjour. Bonjour Nadja, Merci d'être là dans Nuit Mental aujourd'hui. un plaisir. Donc, Delphine, moi j'ai pris des petites notes. Alors, tu es accompagnante, thérapeutique et coach du bien-être. Donc, tu proposes des massages, des rituels, des cercles de femmes Mhm. aussi. Et tu vas aussi en entreprise, que je trouve super intéressant, et donc que tu aides à ouvrir la parole autour du bien-être et de la santé mentale, quelque chose qu'on a Marie besoin Tout à à fait. Maurice, et surtout dans la culture de l'entreprise. Mm. Tu es aussi maman solo, Ouais, donc ça c'est le challenge of its own. mm, tout à fait. Et ton motto un peu, c'est donc de créer des espaces safe où on Mhm. peut libérer la parole euh, quand on se sent en sécurité, sans jugement, et pour que chacun se sente moins seul en fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est top que tu sois là parce que c'est aussi comme si la vision un peu de nous tout mental, c'est que on espère que la personne qui écoute se sente aussi moins seule. Mm. Donc, c'est top d'avoir quelqu'un qui est aligné vraiment à ça dans ton parcours, déjà, ce que tu fais. Mais donc, j'imagine que, enfin, pas j'imagine, euh, mais donc, ton combat pour aider les autres, c'est aussi parce que tu as toi-même passé par des moments très difficiles Ouais. au courant de ta vie et euh, donc tu vas mieux maintenant et ton but c'est de pouvoir être là pour quelqu'un qui aurait passé par des moments difficiles comme Mm. toi, c'est ce que je comprends bien. Ouais, c'est ça. Pour moi, ce qui est important, c'est que je réalise que si tu restes dans la théorie sur un sujet, tu Mhm, impactes la personne, mais à un certain niveau, tu vois. Tandis que quand c'est un livre d'expérience, où tu viens vraiment dans le partage avec ton authenticité et en toute vulnérabilité, mhm, tu touches la personne d'une autre façon, tu vois. Et ouais, aujourd'hui, donc je pense qu'on va y revenir. Un peu mon parcours de vie fait que je suis là aujourd'hui. mhm, Et ces non-dits ou ces mythes ou ces ce qu'on peut pas dire en société ou attention le nom de famille est rattaché à ton histoire donc aujourd'hui j'en ai ras le bol donc mhm, c'est vraiment ouvrir la parole sur beaucoup de sujets qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont bien sûr inspirés de mon vécu donc mhm, comme tu dis c'est de donner à l'autre un espace où il se sent bien mhm, en sécurité et vraiment dans la bienveillance et la présence de l'autre ouais, donc voilà, c'est, on dirait que mon chemin de vie m'a amené là aujourd'hui où je suis mhm, pour justement, je prends un petit peu mon bâton de berger et je vais partager mon vécu et mon expérience au fait. mhm. Et Donc c'est ça, voilà. ouais, et c'est ça qui parle, et c'est vraiment, enfin, je t'écoute et je suis vraiment encore plus happy de t'avoir ici parce que pour moi, c'était un peu ma vision aussi avec ce podcast, c'est de parler de, comme tu as dit, les lived experiences, Mm, au-delà de la thématique elle-même, ou de faire venir un professionnel pour parler du tout à fait. sujet, mais vraiment de pouvoir s'ouvrir et de parler du vécu Mm, pour que, bien sûr, tout le monde n'est pas pareil et même si on a eu euh, un traumatisme similaire, ça ne veut pas dire que ça nous a affecté de la même manière. tout à Donc, fait. no two stories are the same, mais l'idée, c'est vraiment, si moi, je peux partager et être open et vulnérable, peut-être que ça va aider la personne qui est devant moi, qui va se peut-être rejoindre à moi dans quelques de ses feelings Mm. euh, et donc je pense que c'est un peu pareil pour toi, c'est de s'ouvrir soi pour permettre à l'autre personne de pouvoir se sentir en sécurité aussi et de se dire que c'est ok d'avoir ressenti ça, c'est ok d'en parler. Donc Et ça enlève, je rebondis un coup sur ce que tu dis, je crois que ça enlève aussi cet aspect de solitude, parce que hmm, souvent quand on est en détresse émotionnelle ou tout autre, on se sent vraiment seul et isolé au fait. Et juste de pouvoir se dire, je ne suis pas seul dans ce que je vis, mhm,
déjà ça aide, ça soulage, ça apaise et ça donne quelque part un peu cette notion de courage et d'espoir. C'est-à-dire, si elle a la puissance à entière, peut-être que je peux aussi, tu vois. Donc, c'est Ouais. aussi ce côté, you are not alone and you can get out of it. Ouais. Donc, c'est vraiment, ouais, ce qui me Ouais. tient à cœur dans ce que je propose et ce que je fais. Et c'est un testimony pour toi-même, c'est-à-dire que you got out of it. Mm. You got out of it et maintenant tu es là et tu aides les autres et Ouais. c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très difficile. Nous allons parler du suicide, de Mhm. tentative de suicide. Donc, j'aimerais juste donner un petit disclaimer quand même pour dire que toute personne qui nous regarde, si arrive à un moment donné, ça devient trop difficile, trop lourd, ne vous forcez pas à terminer l'épisode, mettez pause, revenez-y la tête posée ou avec quelqu'un d'autre, parce que c'est pas un sujet qui est facile déjà d'en parler, mais aussi d'écouter si on n'est pas nécessairement dans le right mental space. Donc, faites attention à vous aussi. Donc, encore une fois, je veux te remercier d'avoir accepté de parler de ton histoire et de ce sujet qui est très, très difficile et très, très tabou Mm. dans le monde, mais à Maurice aussi. Euh, on entend souvent beaucoup, beaucoup de mythes et de stigmas autour du suicide. C'est type, ah ben, si on parle du suicide, déjà, ça va vouloir donner des idées à Mm. des personnes pour se suicider, alors que c'est complètement faux. Au contraire, ça va aider l'autre personne à se sentir écoutée et de se sentir, comme tu as dit plus tôt, pas seule. Il y a aussi d'autres trucs comme, ah ben, il ou elle est courageuse d'avoir fait ça, ou ah ben c'est trop facile de juste se donner la mort. Donc en réalité, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans la tête de cette Mm. personne et peut-être que tu pourrais nous en dire plus, nous expliquer ton parcours et je pense on va venir à comment est-ce que tu vas mieux aujourd'hui, mais peut-être reprendre un peu euh, depuis le début de ces moments de détresse, hein, Mm. c'est Tout à ça en fait. fait. Ouais. Et puis, juste pour rebondir aussi, un mythe aussi qui est assez, qui est l'inverse de ce que tu dis. Il y a le côté courage, mais c'est aussi, ah ouais, elle est mariée égoïste, au fait. La personne ne Mhm. pense pas à son entourage, etc. Mais on est bien loin de tout ça. Donc, je vais partager un petit peu mon vécu. Donc, au fait, j'ai été abusée sexuellement pendant mon enfance, pendant de nombreuses années, de mes 6 à 11, 12 ans. Mhm. Euh, le sujet n'a jamais été traité et accompagné sur un côté psychologique, thérapie ou autre. Donc, j'ai un peu continué ma life tant bien que mal. Et comme je Mhm. disais, je poussais le bouchon de champagne au fond. Mhm. Et puis, à 17 ans, j'ai commencé la scarification. Donc, je me coupais le bras. Mhm. Ça a été un one-off. J'ai été moi-même surprise et choquée et très déstabilisée par cette violence que Mhm. j'avais envers moi-même. Donc, je suis tout de suite partie voir ma mère. Je dis, maman, regarde ce que j'ai fait. Je comprends pas pourquoi. Enfin, j'étais Mhm. complètement perdue sur cet acte que je ne Ouais. comprenais pas. Donc, et puis ça a passé. Donc là, c'était comme si le bouchon qui était remonté et qui était plus proche de la surface. Donc, j'ai Mhm. repoussé au fond. Ensuite, je suis partie en études en Afrique du Sud. J'ai fait une maîtrise en 2 ans, donc c'était quand même assez dense, assez intense. Je me suis mise aussi beaucoup de pression pour bien faire, enfin, etc. Et en 2006, donc 2005, je finis mes études et je rentre au pays en 2006. Donc, je prends un emploi très rapidement. Je ne me plais pas. Je me retire et je me mets à mon compte. Donc là, à l'époque, je vais chez les gens offrir des soins, des massages, etc., Mhm. qui est ma formation de base. Et en octobre 2006, donc j'ai 22 ans, ma mère tente le coup et elle me dit, d'elle, tu sais, tu as eu quand même 2 ans d'études assez intenses, tu as vécu pas mal de choses, ça serait bien que peut-être tu ailles voir une personne pour blaguer. Mhm.
En étude aussi, à préciser que en seconde année, bon, encore une fois, voilà, beaucoup de pression, d'une espèce d'intensité de tout ce que je vivais, loin de la famille, etc. Il y a encore un épisode de scarification. Je me rappelle, c'était un jour d'examen, donc je mets des manches longues parce que je ne sais pas à qui en parler, quoi Mhm. faire avec. Enfin, encore une fois, c'est cette incompréhension en lien à cet acte. Donc, en octobre 2006, maman me tend la pêche et je me dis, OK, ben, je vais juste discuter un peu avec une personne. Et après 2, 3 sessions, la psychologue me dit, mais Delphine, il y a quelque chose qui t'est arrivé enfant. Et là, ça sort. Et là, c'est comme le bouchon de champagne, mais il sort et il éclate tout sur son passage, quoi. Et vraiment, toute cette souffrance, tout ce vécu, bah, quelque part, pendant de mes 12 à 22 ans, n'a jamais eu, il n'y a jamais eu d'espace ou Mhm. oui, d'espace pour me sentir justement en sécurité avec une personne qui m'écoute sans être dans le jugement, etc. Donc là, ça part et ça, donc tout remonte, comme je dis, je vomis toutes ces souffrances, tout ce Mhm. vécu, toute cette intensité, cette violence vécue dans le corps, le mental et tout ce qui va avec. Et en février 2007, je fais ma première tentative. Mhm. Parce que, alors les gens me disent, mais pourquoi tu as fait ça au fait? Comme je dis, ça a été vécu comme tu vois, et le simple fait de t'en parler ramène bien sûr de l'émotion. C'est Mhm. comme tu sais, ben voilà, des années, le bouchon de champagne, on enfonce, on ne veut Mhm. pas voir ou on ne sait pas quoi en faire aussi. Ouais. Et là, tu as tout qui remonte et au fait, tu te sens dépassé. C'est comme, tu sais, d'aller prendre une vague que tu ne calcules pas bien ton coup et qu'elle t'écrase et qu'elle te plaque au sol, quoi, tu Mhm. vois. Et tu te retrouves sous l'eau à ne pas savoir comment remonter. Enfin, c'est vraiment cette sensation-là. Et au fait, justement, comme on dit, et mon message, c'est une personne qui ne serait-ce pense au suicide ou commet l'acte, Mhm. elle ne veut pas en finir avec sa vie, au fait. C'est comme on dit, c'est vraiment un appel à l'aide. Parce que voilà, il y a trop de choses, elle ne sait pas quoi en faire, elle ne sait pas comment s'en sortir. Mhm. Donc c'est juste, voilà, je mets fin à mes jours où je pense à ça parce que ça va pas au fait. Donc c'est oh, je suis là, aidez-moi. Donc c'est plus ça qui a sous l'acte au fait. Donc, dans ce moment-là, tu es en souffrance perpétuelle Tout à fait. et tu n'es pas en mesure de penser à si je mets fin à mes jours, qu'est-ce que ma maman va dire, qu'est-ce que mon frère. Tu peux même pas penser à tout Non. ça parce que tu es tellement en train de souffrir que, donc, les mythes que les gens disent que, ah, ben, comme tu as dit plus tôt, égoïste, ben, en fait, dans ce moment-là, tu ne peux pas penser à autre chose, tu ne penses même pas. Est-ce que tu penses au fait que ta vie va s'arrêter ou est-ce que tu penses à c'est la souffrance qui va s'arrêter? C'est ça. Pour moi, c'est I need to get out of it. Mhm. Anyway. Donc c'est pas est-ce que je peux rater mon suicide? Mhm. Est-ce que je vais me réveiller ou est-ce que je peux me réveiller paralysé? On ne pense pas à tout ça au fait. Et je Mhm. me dis pas, ben je laisse mes parents, je laisse ma fratrie. Non, je n'en peux plus. Je veux juste que ça s'arrête au fait. Mhm. Et souvent aussi, donc dans ce temps de dépression dans lequel je suis rentrée automatiquement suite à tout ça, il y a eu beaucoup de scarification. Et au fait, comme je dis, tu es en telle souffrance intérieure que tu ne sais pas quoi en faire et tu as besoin de te faire mal physiquement pour Mhm. sentir la La douleur douleur. physique, tu Ouais, vois, ouais. au point par exemple de te couper et mettre de l'eau de Cologne dessus, tu sais, pour que ça Ok. brûle et que Mhm. ton mental et ton intérieur, allons dire, puissent se focaliser sur autre chose que Mhm. cette souffrance extrême et profonde. Mhm. Sur la scarification, je peux comprendre parce que très souvent, quand je suis très, très anxieuse et que je n'arrive pas nécessairement à gérer mon stress ou mes émotions, je vais essayer de me faire mal. Euh, et pour moi, j'ai besoin de voir le sang couler. Mmh, C'est comme si euh, je n'arrive pas à gérer ma souffrance interne, interne, ouais. donc j'ai besoin qu'elle devienne externe. Et pour moi, c'est comme si j'ai besoin de voir le sang couler, même si ça peut-être me fait un peu mal, pas aussi mal que j'aurais peut-être aimé, mais pour moi, je sais pas, Mmh. pour moi comme si la seule libération de ce moment d'anxiété, de cette panique attaque,
c'est de vraiment voir le sang couler. Et là, je me dis, ah ouais, ben, il y a quelque chose de physique parce que Ouais. j'arrive pas à gérer juste le Mm. côté mental, en fait. Enfin, ouais. Ouais, ouais. Et moi, la façon que disons que j'ai interprété ça ou que je vois ça, c'est que tout ce qui est souffrance émotionnelle ou psychologique mentale n'est pas visible. Tu vois, même Mhm. toi, quand tu es en pic d'angoisse, ben, on Ouais. ne voit pas là. Et Non. limite, tu souris, ni vu Ouais. ni connu, Ni vu on ni n'a connu. aucune idée. Donc, de se faire mal ou de voir le sang, etc., c'est OK. C'est physique, je Mhm. vois, je vais mal, j'ai mal. Donc, tu as fait une tentative en 2007 et ça a échoué. Donc, comment est-ce que tu es à ce moment-là, en 2007, quand ta tentative échoue? Alors, donc c'est un après-midi, mes parents me découvrent inconsciente, on m'emmène rapidement aux urgences, dans Mhm. une clinique privée, et on s'occupe de moi. Et la réalité, c'est que on a besoin d'un médicament pour m'aider rapidement à aller mieux, qu'on ne trouve pas dans le privé, donc on fait un peu appel à quelques professionnels, et on finit par me donner ce médicament, et qui fait que je me réveille. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu te réveilles d'un tel acte, tu ne te sens pas pour autant mieux. Ouais. Euh, Tu peux te dire, zut, je suis toujours là, ou heureusement, je suis toujours là, mais ça a été comme un moment de soulagement sur l'instant vécu, parce Mhm. que c'était trop intense, donc j'ai eu besoin justement d'avoir cette coupure. Mais la question, c'est, OK, ben je suis là, il faut que j'avance, et comment je gère la suite, tu vois. Mhm. Donc pour le coup, finalement, en l'espace quand même de 2 ans, j'ai fait à peu près 4 à 5 tentatives où j'ai fini en clinique, Mhm. et il y a à peu près 1 à 2 tentatives qui ont pu être évitées à temps. Ok. Donc quand même, mine de rien, il y avait quand même un côté assez récurrent, mais c'était vraiment, voilà, et c'est pour ça que justement que je les appelle mes années noires, parce que ça a été quand même 2 ans de grande souffrance, de grande Mhm. détresse émotionnelle, et j'étais suivie, hein, j'étais accompagnée. Psychologue, psychiatre, médicaments, etc. J'ai eu aussi de la chance euh, de ne pas devoir continuer à travailler. Donc, Mhm. j'ai pris vraiment un temps off de tout ça pour me recentrer en moi. Mais donc voilà. Ok, ok. Et dans ces 2 ans, enfin, quelle est la différence? J'ai envie de, qu'est-ce qui a fait la différence dans ta vie? J'ai envie de te demander dans ces 2 ans d'années noires où tu fais autant de tentatives et euh, après la dernière tentative et qui fait que aujourd'hui tu vas mieux. Comme si, quelle a été la différence pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans ta vie? Euh, Est-ce que, enfin, ton support system, peut-être, donc tu as déjà dit que tu avais le suivi donc psychologique, côté médicamenteux aussi, mais déjà peut-être première question, qu'est-ce qui fait en 2007 là quand tu te réveilles que tu vas faire les 3, 4, 5 prochaines tentatives? Et en deuxième temps, ma deuxième question, c'est ben après cette dernière tentative, qu'est-ce qui change dans ta vie et comment ça se fait que c'était la dernière et que, comme si, how did you get to where you are? C'est ce que Hmm. je Ouais, ouais, voudrais demander. ouais. Euh, Au fait, c'est ça. C'est comme un. Donc tu te réveilles et tu te dis, ben zut, je suis toujours là et je suis toujours dans cette détresse profonde. Et puis, hein, en thérapie, tu travailles sur toi, donc il y a des fois tu t'écrases vraiment, et puis ça, il y a un mieux. Donc c'était vraiment en dents de scie. Et quand j'étais au plus creux, ben, automatiquement ces idées revenaient parce que je me retrouvais encore une fois à Mhm. gérer cette intensité et cette densité de souffrance et ouais, de souffrance interne. Donc pour le coup, voilà, ça peut plus durer. C'est quand même 2 ans, donc Mhm. c'est quand même long, et c'est vraiment sur la durée. Donc par un moment, je ne voyais pas de sortie de secours. C'est compliqué de tenir sur la durée Mhm. quand tu as besoin de travailler justement sur tous ces traumas complexes et ces souffrances et ce vécu quelque part. Et au fait, ce qui se passe, c'est que à ma dernière tentative, je la vis différemment. Mhm. C'est-à-dire que je suis consciente, donc je vis dans mon corps cette, cette expérience, si je peux dire. Et là, au fait, je dis à mes parents, si on ne trouve pas une autre solution, la prochaine fois, c'est la bonne et c'est la dernière. C'est-à-dire que c'est un peu, encore une fois, là, je verbalise
ma détresse et je dis j'ai besoin de l'aide. Parce que la réalité à Maurice, c'est que tu fais une tentative, tu finis en milieu hospitalier ou clinique privée ou peu importe. On te donne des médicaments, on s'occupe de toi. Si tu as de la chance, tu as un psychologue, un psychiatre qui vient te voir. On repasse une main dans tes médicaments et après tu repars chez toi. Tu vois, tu n'as pas de suivi et d'accompagnement où on te prend vraiment sur un temps précis, on t'accompagne et tu vois. Donc pour le coup, je dis à mes parents, il faut qu'on trouve une solution clairement de Lille parce que sinon j'en peux plus au fait, tu vois. Donc là, je verbalise mon besoin d'aide et je vais à l'étranger et je fais un séjour dans un centre spécialisé. Et au fait, ce qui moi m'a aidé, bien sûr, c'est propre à chacun, c'est de voir aussi la détresse de toutes les personnes qui étaient là. Et là, je me suis dit, ok, je me suis parlé, je me suis dit d'elle, tu es pas si mal. C'est-à-dire, oui, tu es mal, mais there's worse than you. Donc, quelque part, de faire un peu d'avoir face à soi la souffrance du tiers, mais une souffrance bien sûr différente et tout autre, avec un vécu et une expérience de vie propre à chacune. De se dire, voilà, que donc tu te sens moins seul, tu vois, et de se dire aussi que voilà, there's worse and I can get out of it. Et là, je me suis faite la promesse, personne ni rien ne me fera tomber aussi bas dans le trou. Et comme j'explique aux gens, tu sais, on te dit, tu tombes au fond du trou là. La façon que j'explique aux gens, je lui dis, moi, j'étais au plus bas, dans le fond du trou, tu grattes, il n'y a plus rien, tu es au fond du fond là, tu vois. Et c'est là vraiment que, comme je dis, j'ai commencé mon chemin vers ma guérison, comme je dis, petit pas, tu sais, à attraper une roche, à poser ton pied et à vraiment graduellement et tout doucement à sortir de ce trou, tu vois. Et aujourd'hui, quand j'ai des moments difficiles, lourds ou avec des souffrances, je me rappelle ça, tu vois. Je me dis, personne ni rien ne me fera tomber aussi bas. Donc, c'est un peu une... Du côté comme si support, parce que je trouve que ça, c'est quelque chose de très important aussi. Il n'y a pas juste l'aspect médicamenteux ou follow-up avec un professionnel de la santé mentale, mais aussi comme si ton entourage, et tu as parlé de tes parents, donc ils étaient là pour toi dans tous ces moments-là. Ouais. Et ça a été un support system Ah ouais, pour toi. énorme. Et aujourd'hui, je dis aussi quelque part, c'est grâce à eux aussi que je suis là et que je m'en suis sortie au fait, tu vois, parce que cet amour inconditionnel à toute heure de la journée, je me suis retrouvée avec des pics d'angoisse, tu sais, où tu trembles, tu ne sais même plus quoi faire de ton corps, à pleurer, à appeler maman pour qu'elle m'aide. Tu vois, donc cet amour inconditionnel, cette présence, clairement, ils ont aussi beaucoup vécu, eux, en parallèle. Mais voilà, c'est vraiment toute cette structure qu'il y avait autour de moi. Et justement, en quelque part, ils m'ont offert aussi, à leur façon, ils m'ont donné cette chance de ne pas devoir travailler pour subvenir à mes besoins. Donc, je réalise que oui, c'est vraiment un ensemble, au fait. C'est pas un plus que l'autre, c'est toute la structure et toute cette... ce support system que tu as autour de toi, tu vois. Et quelque part, tu vois, aussi, bah, quand j'ai dit, voilà, là, je n'en peux plus, il faut que j'aille prendre de l'aide, donc ils ont aussi réagi et ont fait les choses, tu vois. Ouais. Donc, il y avait cette écoute, cet amour inconditionnel, cette présence, cette bienveillance, ce non-jugement. Tu sais, on voit que tu souffres, on est là avec toi, tu vois, c'est super important. Ouais. Je crois que je soulignerai aussi ce côté non-jugement. Ouais. Parce que là, je parle de ma famille nucléaire. Tu peux pas empêcher le jugement de ta famille élargie, de la société, les amis, les machins, les trucs. Et le plus important, c'est ce noyau nucléaire. Ouais. Tu as parlé donc du jugement de la société. Donc, ma prochaine question vient donc du coup, au-delà de ta famille nucléaire, est-ce que tu as fait face à des stigmatisations, des jugements, des rejets peut-être de certaines personnes dans la société? Oui, ah ouais, ça a été vraiment un chemin pas très simple. Au fait, ce qu'il y a, et tu vois, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la première fois, disons, qu'officiellement, je parle
mes tentatives de suicide, tu vois. Ok. L'abus et tout ça, j'en parle facilement et ouvertement. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est que ben voilà, pendant mes années noires, j'ai eu automatiquement un style vestimentaire très noir. Euh, et donc, il y a eu beaucoup d'incompréhension de par la famille élargie. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle se retire quand il y a des événements familiaux? Pourquoi est-ce qu'elle s'habille comme ça? Tu vois? Versus ce qu'ils ont connu de moi, enfant Avant. et ado, quoi. Donc, et au fait, quand en 2011, il y a un article qui sort dans les journaux sur mon histoire et ma relation à ma mère et comment elle m'a aidé dans tout ça. Et j'ai quelques personnes qui me contactent. Ma fille a vécu quelque chose de similaire, est-ce que tu aurais pu la rencontrer? Ou Wow. des amis proches qui me disent, tu sais, Delphine, j'ai vécu des abus, mais pas dans le même contexte que le... Est-ce qu'on peut en parler? Donc, déjà, d'avoir écrit ça, je comprends qu'il y a une ouverture de parole et de dire les choses. Et comme je dis, j'ai toujours, quand j'étais dans mes années noires, j'ai l'impression que c'était écrit sur mon front, victime d'abus, elle est pas bien, tu sais, parce que physiquement aussi, tu sais, tu projettes un peu ça par ton attitude ou ta tenue vestimentaire. Et donc, suite à cet article, il y a eu un peu une sorte d'ouverture de la parole. Et au fait, ce que j'ai fait, j'ai écrit une lettre à tous les membres de ma famille. Donc, chaque famille, tu vois, mes oncles, tantes et leurs enfants, et les amis très proches de mes parents, pour leur dire, voilà, ce par quoi j'ai passé, pourquoi j'ai été comme ça. Et en gros, je leur demandais pas de ne pas me juger ou j'attendais rien d'eux, mais Ouais. juste pour dire, tu vois, parce que aussi quand tu ne sais pas ce qui se passe chez l'autre et en l'autre, ben, le réflexe presque humain, c'est de juger, quoi. Ouais. Et de ne pas comprendre, tu vois. Donc souvent, c'est plus sur l'incompréhension que le jugement, à un moment donné, vient se greffer, tu vois. Donc je me suis dit, je peux plus aussi vivre avec ces non-dits, ces tabous, parce qu'il faut que ça reste dans la famille, il faut pas que ça soit ébruité, il faut pas que... Non, à un moment donné, c'est bon, tu vois, parce que, encore une fois, toi, tu as vécu ça comme un... Justement, il faut garder, mais quand ça saute et que ça part dans tous les sens, à un moment donné, c'est plus viable pour personne de garder ça, tu vois. Et aujourd'hui, justement, je prends aussi cette approche à ouvrir la parole et dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, pour revenir comme si à ta dernière tentative, où là, donc, tu vas dans le centre spécialisé, donc tu rencontres des gens qui ont des problèmes aussi. On va pas nécessairement dire plus difficile ou moins difficile parce qu'on peut pas comparer Tout sa à fait. souffrance avec celle de quelqu'un d'autre. Mais donc, tu rencontres d'autres personnes et ça t'aide dans le sens où tu te sens pas seul. Mm. Tu te sens pas seul et tu es encadré, quoi, Ouais. 24 heures sur 24 Mm. et tu as ton support system, ta famille qui est toujours là et donc tu te fais cette promesse envers toi-même et c'est ça qui te fait tenir le coup jusqu'à maintenant, jusqu'à Tout aujourd'hui. à fait. Tout à fait. Ouais. Et tu es maman. Donc, comme si maintenant tu es dans une différente étape de ta vie et je suppose que la question se pose aussi de comment faire pour protéger mon enfant pour que il ne passe pas par ce dont moi j'ai passé ou euh, comment est-ce que tu vis ça en tant que maman? Je veux dire, ton vécu, ton histoire et maintenant d'avoir une vie Mm. que tu veux protéger à tout prix, bien sûr. Ouais. Tu sais, je crois aussi que c'est important de rajouter, c'est que ces 2 dernières années, j'ai découvert aussi, enfin j'ai eu confirmation de l'aspect de neurodivergence chez moi, qui quelque part a vraiment, je peux dire, exacerbé tout ce vécu et tout ce ressenti. Tu vois, donc c'était vraiment un melting pot de plusieurs choses que j'ai vécu aussi intensément et aussi avec autant de violence, etc. Donc c'est important aussi de mettre les choses en contexte. Aujourd'hui, alors, je vais pas te cacher que quand il est né, je balisais. Tu sais, de se dire, celui-là a un regard bizarre, ou tu sais, surtout que quand toi, tu as vécu des choses et que tu as été victime. Mais j'essaie, encore une fois, on en parle, tu vois, donc c'est de lui
apprendre ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, c'est quoi l'intimité, c'est quoi le respect de l'autre, ce qu'un adulte peut faire, n'a pas le droit de faire, ça c'est acquis, ça ce n'est pas acquis, tu vois. Donc c'est plus de passer par l'éducation. Et puis ce que je fais aussi, j'essaie au mieux de mes capacités de mère, de lui donner l'espace pour être lui, tu vois, et de parler et de dire ce qu'il ressent. Je dis pas que mes parents l'ont pas fait, mais j'essaie d'être justement cette cellule d'écoute, de présence et de bienveillance pour lui, tu vois, que je ne voudrais pas qu'il vive quelque chose d'atroce et de terrible et qu'il n'ose pas ou qu'il ne veuille pas venir me dire. Donc, mais encore une fois, le rôle de mère est un rôle extrêmement difficile. C'est le plus beau rôle, mais le plus challenging, je dirais. Donc voilà, j'essaye de faire les choses vraiment au mieux de mes capacités, de ma réalité et de mon vécu, sans générer du stress et de l'angoisse pour lui, mais juste voilà, d'éduquer et d'ouvrir la parole et qu'il se sente capable d'être lui. Ouais, ben... Non, mais c'est déjà beau, je trouve, de faire ça parce que c'est pas des conversations qui sont faciles à avoir non plus. Surtout quand on a un enfant, on veut le protéger à tout prix, mais en fait, finalement, ce que tu fais, c'est le protéger parce que d'en parler, c'est important. Encore une fois, il y a des mythes que si tu parles de ça à ton enfant, ça donne des idées, mais en fait, c'est important de lui dire, bah, ça c'est ok, ça c'est pas ok. De nommer aussi les parties intimes du corps. Comment est-ce que tu viendras demain dire à ton parent que quelque chose s'est passé si on ne t'a pas donné même le mot pour parler de ton intimité. Donc, c'est des tools. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est tu sais, en lien justement aux abus sexuels, ça toujours, ne parle pas aux étrangers, à monsieur tu dis, tu vois, c'est toujours cette notion de l'étranger. Aujourd'hui, ce que je dis à mon fils, ça peut être tonton, tati, le prof, anyone, et c'est toujours justement dans l'entourage proche. Donc, c'est pas de dire fais gaffe à tout le monde, mais be aware, tu vois, et moi, je me souviens, pourquoi aussi j'en ai pas parlé, et du reste, je disais ça à la psychologue. Elle me dit, mais Delphine, c'est pas du tout ça, au fait, tu vois, parce que dans ma tête d'enfant, je me disais, j'ai pas été violée, donc c'est ok, tu vois, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui est acceptable et qui n'est pas acceptable, tu vois, et moi, dans ma tête d'enfant, ce qui n'était pas acceptable, c'était un viol, alors que c'était pas le cas, tu vois, donc c'est aussi parce que la violence et le viol de l'intimité de l'autre, ça, c'est très vaste, tu vois, donc aussi de mettre en lumière ces notions du respect de l'intimité, tu vois. Une question que j'aime bien poser dans le podcast, je crois que c'est tout le monde suit cette question-là avec moi parce que je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à outils parce qu'on a tous des dark days. C'est pas une fois que tu es sorti de là, c'est des arcs-en-ciel et des licornes partout. We all have dark days. Donc dans ces moments dark et noirs, qu'est-ce qui t'aide personnellement, comme si à ne pas ressombrer, à ne pas avoir des dark years? Qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à outils? Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai du moins je sens, tu vois, que j'ai un but, un purpose dans la vie, mais aussi une raison d'être et de vivre, bien sûr, pour mon fils, tu vois. Je dis pas que si tu ne l'as pas, doesn't make sense, mais donc il y a vraiment cette notion de aujourd'hui, je parle souvent d'une sorte de mission de vie qui m'aide justement à avancer et de me dire voilà, aujourd'hui tu te pètes le visage au sol, mais demain ça ira mieux, tu vois. Ça forme partie aussi de la vie d'avoir justement des chutes et puis ça va mieux, etc. Comme tu dis clairement, chaque jour n'est pas bisounours, paillettes et licornes. Et puis je me dis toujours I've been there, I've known it. Donc, si j'ai été là, tu vois, parce que comme je dis, j'étais vraiment au plus fond du trou, le fond du fond.
Donc, si je descends un peu, tu vois, donc et c'est ça que je disais, c'est de prendre ces dark years-là un peu comme une sorte de tremplin, tu vois, Mhm. et de me dire, ben voilà, si tu as pu traverser pire, Tu vas être en OK. gros, ça c'est un Gardiac, quoi. Hmm. Ça ne minimise pas pour autant la situation, mais ça te permet d'avoir une sorte de recul et un regard un peu plus objectif sur ce que tu as traversé, tu Mhm, vois. mhm. Ouais. Et est-ce que, enfin, par exemple, euh, tu sais, j'imagine aussi maintenant, vers qui te tourner dans ces moments-là, parce que tu as appris aussi Mm. au fil des années comment te protéger, qu'est-ce qui marche pour toi. Ouais, Et donc, est-ce que tu as un mécanisme en place de, OK, si ça ne va pas, j'appelle telle personne ou je vais chez tel médecin. Enfin, tout à fait. tu as déjà comme si ce... Ouais. Et c'est ça, et ça que je dis, la beauté quelque part de traverser des moments aussi durs que, comme on dit, sauter pilé, tu es obligé de travailler sur toi. Donc, Mhm. en travaillant sur toi, tu apprends à mieux te comprendre, aussi à mieux respecter tes limites, tu vois. Aujourd'hui, quand j'ai un moment, voilà, je passe par une mauvaise phase, j'ai une espèce de pic d'angoisse, automatiquement, insomnie, les pensées noires, etc., reviennent. Je me connais assez pour me dire, oula, seek out help. Donc là, je prends une psychologue que je vois régulièrement, et puis ça va mieux en espace jusqu'à que je me sente intérieurement mieux et capable d'avancer, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, c'est ça, je me connais assez pour utiliser un peu mes différents jokers, tu Mhm. vois. Euh, et comme je dis, c'est magnifique parce que quelque part, on passe sa vie à travailler sur soi, à apprendre et à découvrir. Aujourd'hui, je ne suis plus nécessairement dans le pur dur médical, etc. Je prends aussi d'autres approches. Par exemple, comment passer par le corps pour apaiser, tu vois. Et c'est pour ça que je suis rentrée vraiment dans ce côté des rituels de guérison, le massage, tu vois. Donc toujours aussi ramener cette dimension corporelle. Mhm. Euh, Parce que voilà, encore une fois, quand je vis des moments difficiles ou quoi, tu es beaucoup dans le mental, tu rumines ou dans l'émotionnel qui reste un peu stuck dans le corps. Donc, passer par le corps pour libérer aussi certaines choses, tu vois. Donc, Mhm. aujourd'hui, je le vois pas peut-être comme un toolbox, je le vois plus comme un petit deck de cartes avec OK. différents jokers, disons. Ce que j'ai aussi appris, c'est que quand tu es dans tu parlais de support system, etc. Bon, oui, bien sûr, il y a des psychologues et d'autres accompagnateurs professionnels qui sont sur mon chemin. Mais aussi, voilà, pour les friends, décide de tout plaquer aujourd'hui, tu vas te mettre quelques minutes au soleil à la plage, tu vois. C'est aussi, tu as les gros jokers, mais tu as aussi les petits daily practices, Mhm. mais toujours reach out to the external, c'est-à-dire quitte parce que encore une fois là, on est beaucoup sur ce que je ressens, ce que je vis, ça rumine mon corps, j'ai mal, on est beaucoup sur le soi, Mhm. va vers l'autre. Mhm. Euh, donc c'est vraiment ouais, parce que tu n'es pas seul dedans. Donc c'est important toujours de juste d'aller vers l'autre. Mhm. Et comme je dis pas un moment dans mes accompagnements, juste d'aller faire tes courses au supermarché, tu sais, tu vois l'autre, Ouais. la caissière ou tu vois, donc ça t'aide aussi à quitter cette espèce de souffrance interne que tu vis et que tu ressens. Mhm. Ouais. Mhm. S'ouvrir au monde et à l'autre. Ouais. Merci Delphine, Merci à toi. merci de m'avoir fait confiance et de parler publiquement, ouvertement euh, de ça aujourd'hui. Je suis sûre que ça n'a pas été facile, pardon. Donc je te remercie énormément. J'espère que ça va apporter un peu de lumière à si jamais quelqu'un qui écoute est dans un moment difficile ou ça va apporter un peu de confort à quelqu'un qui a passé par là aussi en se disant je ne suis pas seule. Mm. Donc je te remercie énormément pour ta participation. Euh, et un petit disclaimer quand même, nous tout mental, c'est un podcast que nous cause la santé mentale, ban problème. Mais ici, nous pas ban professionnel de la santé ou de la santé mentale. L'aide professionnelle existait dans Maurice. Donc, si toi, ou un autour de toi, peut souffrir, l'aide existait. Nous pouvons mettre dans la description ban lien, ban organisation qui êtes capable de contacter si jamais
zot bizarre. Donc, pas oublier, like, subscribe, thanks. Top!